Donc quand je parle des bas-fonds de Pétionville, je parle des bas-fonds là où j'ai grandi, ou là où j'ai vécu, c'est-à-dire dans une maison, si on peut appeler ça une maison, où il n'y avait pas d'électricité ou d'eau courante. Donc ça a été mon début dans la vie. Mais ceci dit, je ne m'en cache pas et je ne m'en plains pas non plus. Au contraire, je pense que ça m'a bien formé, ça a donné beaucoup de force pour être la personne que je suis aujourd'hui. J'ai quand même essayé de prendre le dessus sur mon propre destin, sur ma propre vie, et j'ai eu le courage d'aller voir ailleurs. Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission où on a la chance, je ne sais pas comment dire, l'honneur, tout, d'avoir avec nous un énorme personnage, un énorme artiste, un énorme acteur. Déjà, je vous dis merci à vous qui êtes là avec nous, d'avoir répondu présent à cet événement. Merci à notre libraire préférée Agnès d'avoir ouvert la porte de sa librairie qui n'est pas ouverte le lundi, mais exceptionnellement pour cette occasion, elle l'a fait. Merci à votre éditeur qui a fait le nécessaire du Mijanvi pour qu'on ait les ouvrages ici, pour que vous puissiez repartir avec votre témoignage à vous, chacun qui est là avec nous. Et puis, bonsoir Jimmy, Jean-Louis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de vous, de votre témoignage. On va parler beaucoup, mais le public aura également l'occasion de parler avec vous. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là, on est d'accord. Vous voulez tout savoir, mais alors vous ne pourrez pas tout savoir, vous aurez l'occasion de savoir un tout petit peu. Le reste, il faudra aller le chercher dans le livre. On est d'accord? J'ai lu un peu pour vous, je ne vais pas tout vous dévoiler. Jimmy Jean-Louis va répondre à quelques questions. Il ne va pas tout vous dire. Mais ensemble, on va faire un aller-retour sur cette belle histoire. Il a écrit dans notre livre qu'il a dédié à Haïti Inter, Héros ou pas. Je ne sais pas, héros ou pas. En tout cas, on va voir, on va découvrir Jimmy Jean-Louis. Si c'est héros ou pas, je pense que si vous l'avez écrit, c'est que c'est vrai. Jimmy Jean-Louis, première petite question. Ce livre, Héros, ce livre témoignage, à qui pensiez-vous quand vous l'aviez écrit? Quand je l'ai écrit, c'est que je voulais laisser des traces avant tout, un genre de transmission, parce que je suis conscient que j'ai eu un parcours qui est atypique, hein. Ça c'est certain, et c'est vrai qu'on ne passe pas des bidonvilles d'Haïti aux étoiles d'Hollywood en claquant des doigts. Donc il y a quand même un chemin. C'était d'essayer d'expliquer ce chemin qui m'a amené d'Haïti à Paris, de Paris en Espagne, l'Italie, l'Afrique du Sud, l'Angleterre et finalement les États-Unis. Mais plus que le chemin, c'est les détails aussi. Quels ont été les points forts, les moments décisifs, les rencontres. Et aussi dans chaque histoire de qui que ce soit, il y a aussi des épreuves qu'on traverse. Donc voilà, je voulais laisser un peu de moi-même dans ce livre, mais j'ai été inspiré parce que je traversais aussi des moments très difficiles de ma vie. Donc ça m'a permis j'allais dire vomir, c'est assez péjoratif comme terme, mais voilà, de sortir beaucoup de choses de l'intérieur. Et j'étais très, très vulnérable quand j'ai décidé d'écrire ce livre. Et puis voilà quoi. Donc c'est un livre écrit à tous ceux qui veulent lire un témoignage fort, un parcours mouvementé, un parcours quand même qui va aboutir. Ouais, c'est à tous ceux qui veulent lire tout simplement, parce que je pense qu'à travers ce récit, on trouve un peu de tout, hein. Il y a, de par mon parcours, je pense que le lecteur, à un certain moment ou un autre, pourra se retrouver, s'identifier. Et je reste très humain dedans. Donc, je pense que je partage des choses qui peuvent être sensibles à toute autre personne. Donc, voilà, c'est aussi ça le but, c'est de partager, c'est de continuer à être ensemble à travers ce livre. Et puis, en ce qui me concerne, c'est vraiment m'ouvrir. Alors, vous n'avez pas fait que vous ouvrir, parce que j'ai comme l'impression que vous avez... Alors,
c'est vrai que le livre commence par votre retour en Haïti, mais quand on avance, Jimmy Jean-Louis, sans crier gare, il jette à la face du lecteur le bas-fond de Pétionville, la misère, l'insalubrité, tout et tout et tout et tout. Est-ce que vous vouliez, je sais pas, vous dites, je vais cracher ce morceau comme il l'est, sans maquiller, sans fioriture, vous vouliez que les gens aillent avec vous à Pétionville? Oui, moi c'est simple, je ne maquille jamais. Hein. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Si on maquille, ça veut dire qu'on cache des choses. Donc non, j'ai dit les choses telles qu'elles étaient. C'est vraiment mon style de vie quand je retourne en Haïti, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais gamin. Et quand je retourne là-bas, je rencontre ces genres de personnes aussi. Donc je suis très à l'aise avec tout type de personnes. Bien entendu, quand je retourne en Haïti, je suis très à l'aise avec mes compatriotes, et ça à tous les niveaux, social. Et puis je suis aussi à l'aise ici avec mes amis d'ici, parce que j'ai quand même aussi grandi et vécu dans la banlieue, dans plusieurs banlieues, dans la cité, dans plusieurs cités. Et donc voilà, je sais ce que c'est. À un certain moment, j'étais le banlieusard. Donc voilà, j'approprie complètement ce terme. Comme je pourrais être à l'aise avec mes amis à Hollywood aussi. Donc voilà, je reste dans une certaine vérité. Et je pense qu'il n'y a que la vérité qui est importante. Donc quand je parle des bas-fonds de Pétionville, je parle des bas-fonds là où j'ai grandi, ou là où j'ai vécu. C'est-à-dire dans une maison, si on peut appeler ça une maison, où il n'y avait pas d'électricité ou d'eau courante. Donc ça a été mon début dans la vie. Mais ceci dit, je ne m'en cache pas et je ne m'en plains pas non plus. Au contraire, je pense que ça m'a bien formé, ça a donné beaucoup de force pour être la personne que je suis aujourd'hui. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, en tout cas moi, dès le moment où j'ai commencé à lire ce livre, je suis arrivée sur une partie, mais c'est très tôt dans l'histoire, sur votre chien, Jimmy Jean-Louis. En fait, ça m'a poursuivi jusqu'à l'histoire de Mickey? Oui, jusqu'à la fin de l'histoire. Et puis, je voulais savoir si aujourd'hui, vous avez un animal de compagnie. Oui. Mais il y a une histoire très, très personnelle dans cet animal de compagnie. Parce que je l'ai eu parce que c'est mon fils, avant de disparaître, qui a voulu avoir un animal de compagnie. Mais pour lui, c'était une manière aussi de continuer à être avec nous physiquement. Donc oui, j'ai un chien. Enfin, nous avons un chien à la maison. Il s'appelle comment? Il s'appelle Sage. Bon, ce ne sera pas Mickey. Ok, non, on reviendra sur... Pour ceux qui savent, dans le livre, il y a une histoire assez... C'est maintenant que je réalise que c'était dur, assez difficile avec un chien qu'on avait à la maison. Voilà. On vous laissera découvrir cette histoire, mais c'est une histoire qui marque en tout cas. J'ai eu envie de sauver ce chien pendant que je lisais le livre. Je ne sais pas ce que vous aurez envie de faire vous, mais en tout cas j'ai beaucoup pensé à Mickey. En fait j'étais obsédée. Obsédée, je me dis, il faut qu'il me dise, est-ce qu'il a un chien, Jimmy Jean-Louis? Est-ce qu'il a pris un animal pour sauver Mickey des bas-fonds de ce trou dans lequel il s'est retrouvé? Ça devait être dur quand même, hein? Oui, mais de l'autre côté, moi, je ne me rendais pas compte. Ce qui est bizarre dans la vie, c'est qu'on vit sa vie sans s'en rendre compte, quoi. C'est avec un peu de recul qu'on arrive à analyser. Et là, on réalise que telle ou telle chose nous affecte d'une manière ou d'une autre. Oui, c'était dur. Maintenant que j'ai un peu plus de recul, je ne sais pas comment est-ce que ça a joué avec le rapport que j'ai avec les animaux, avec les autres personnes qui ont assisté à ce genre d'événement. Mais voilà, mais c'était dur. C'est aussi la vie. La vie, elle est dure, elle est facile. La vie, c'est plein de choses en même temps. En 1980, si je ne me trompe, vous avez 12 ans? Ouais. Et vous quittez Haïti? Ouais. En quittant Haïti, c'était quoi le rêve que vous faisiez en vous disant « je vais en France » C'était quoi? Vous rêviez de quoi? Rêver, je ne sais pas ce que ça voulait dire, à vrai dire, parce que il faut savoir que jusqu'à l'âge de 12 ans, oui, je suis en Haïti, mais voilà, je vis ma vie en Haïti. Et puis, vous savez, dans la famille haïtienne, surtout à l'époque, il n'y a pas trop de conversation entre les parents et les enfants. Donc, je ne savais même pas que j'allais venir jusqu'au jour J. Donc, c'est au jour J qu'on m'apprend, que mon père m'apprend que, voilà, va dire au revoir à tes amis parce que tu vas partir en France. Donc, tu n'as pas le temps de rêver, tu n'as même pas le temps de penser à quoi que ce soit. C'était leur manière de faire. Je ne pense pas qu'ils soient les seuls non plus. Je vois des têtes qui se secouent autour, donc c'est-à-dire il y a d'autres personnes qui ont eu affaire à ça.
Donc oui, j'ai pas eu le temps de vraiment réagir à ce qui se passait. Et puis, du jour au lendemain, je me retrouve à Paris. Enfin, j'atterris à Paris, puis je me retrouve en banlieue. Et pour moi, la banlieue, Paris, ça veut rien dire tout ça, c'est juste un endroit, c'est la France. Et il fallait que je me retrouve, fallait que je perde mon identité pour essayer de remettre l'identité de quelqu'un d'autre, autre culture, langue, nourriture, enfin bref, tout était nouveau. Un gamin de 12 ans, comment tu fais ça, quoi? Je pense que toute personne qui fait cette expérience d'une manière ou d'une autre est affectée, des fois très profondément, mais sans le savoir. Et maintenant, c'est comment est-ce que ça se développe en nous et comment est-ce que nous arrivons à s'adapter à cette nouvelle vie qu'on nous impose, à vrai dire, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, qu'on nous impose. Donc, et c'est là que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent éventuellement se perdre. C'est des années plus tard que vous vous êtes rendu compte que vous avez souffert de tout ce changement, de tout ce chamboulement dans votre vie? Mais c'est avec les études plutôt, c'est avec un peu de réflexion que je réalise que ça devait être dur quand même. Ouais. Telle ou telle situation, telle ou telle... Voilà, donc sur le coup, non, sur le coup, tout va bien. Il y a le gamin qui se fout de ma gueule, m'appelle Banania, on rigole, mais tout va bien, c'est rien. On ne se rend pas compte que tout ça, ça nous affecte. On t'appelle Bamboula à droite à gauche, c'est marrant. On ne se rend pas compte que tout ça, ça nous affecte. Donc oui, c'est difficile l'histoire d'identité. Et certainement, ça m'a affecté. Mais de l'autre côté, c'est vrai que j'ai tendance à dire, je ne me suis pas arrêté à ce qu'on a voulu, à la manière dont on a voulu me peindre. J'ai quand même essayé de prendre le dessus sur mon propre destin, sur ma propre vie. Et j'ai eu le courage d'aller voir ailleurs. Est-ce que vous saviez ce que voulait dire Bamboula au moment où les autres enfants vous traitaient de Bamboula? Dans le fond, je savais que c'était une moquerie, quoi. En gros, c'est ça, on se fout de notre gueule. Quand on te donne une banane comme ça, oui, on te traite de singe parce que... Blah. Mais des fois, le pire, c'est que c'était tellement normal que c'est même pas de leur faute à ces enfants. Parce qu'ils ne sont même pas conscients de ces actes-là. Ce sont des actes qui leur sont transmis par les aînés. Et ouais, des fois, c'est complètement inconscient. Donc, du coup, entre gamins, on arrive à rire de tout. Et certains d'entre eux continuaient à être mes meilleurs amis, quoi. Alors, dis-moi Jean-Louis, ce Bamboula, singe, tout ça, patati patata, ça vous a quand même fâché un jour, hein? Et Carlos, il en a fait les frais. Vous n'avez pas écrit ce que vous avez fait à Carlos. Mais vous pouvez nous le dire là, puisqu'on est entre familles. Je ne sais plus, il faudra dire. C'est comme dans le livre, il faut aller lui demander, mais il devait le trouver où, Carlos? Il faut aller lui demander. Oui, quand même, de temps en temps, il faut avoir un peu de réplique. Ouais. On dira. Mais un enfant de Pétionville qui joue avec ses copains dehors, il a toujours su se défendre parce que cette injustice, cette violence, on le vit déjà en Haïti. On le vit, il faut se défendre, même si les parents ne veulent pas trop qu'on se défende. Mais c'est pas pareil. Il y a une très grande différence parce que déjà, moi en Haïti, j'ai jamais vécu ce genre d'injustice. C'est-à-dire, j'avais une identité propre à moi-même et si on se chamaillait, c'était pour des choses beaucoup plus simples. Là, on parle de quelque chose qui peut nous dommager intérieurement. Donc ça, c'est différent. Ça, vous allez commencer par subir, alors on va nommer le nommable, les nommables, tout ce qu'on veut, le racisme, dès l'école primaire, parce que vous rentrez à l'école à 12 ans, vous rentrez tout de suite en 6e. C'était difficile. La classe, vous avez une forme d'instruction en Haïti, une autre en France. Comment ça s'est passé? Ouais, c'était dur, sincèrement, c'était... Fallait que j'arrive à me retrouver, quoi. En Haïti, à l'époque, c'était... S'il y a des Haïtiens ici, c'est que du par cœur. OK? Mais oui. On a nos leçons, on apprend. C'est un arrivant, ça rentre, et on connaît la leçon.
Ouais. c'était comme ça. Mais des fois, on ne savait même pas ce qu'on disait, mais on connaissait par cœur. Oui. Et là, on rentre dans un autre système, c'est complètement différent. Et personne n'arrive à nous guider pour nous dire qu'il y a telle ou telle différence. Non, donc oui, je me retrouve tout seul en essayant de m'adapter à ce nouveau système. Mais bien sûr que c'est brutal. Tu avais eu envie d'aller apprendre par cœur ce qu'on te disait, de toute façon. Ben, je l'ai fait au début. C'est ce que je faisais. Sauf que ça ne marchait pas. Bah oui, on va pas faire de questions-réponses. Et puis, il est où la virgule, le point là-dedans? Ah oui, non, mais c'était terrible. C'est terrible. Non, mais c'est beaucoup d'adaptation pour un gamin qui arrive. Ouais, c'était beaucoup. Mais c'est surtout que quand on arrive dans ce genre de situation, on n'est pas encadré par les personnes qui peuvent éventuellement nous guider pour nous dire comment le faire, comment gérer ce changement de culture, ce clash culturel. Donc ouais, c'est plein de choses. En tout cas, moi, je sais que j'avais pas cet encadrement, bien que j'étais au sein d'une famille qui m'a adopté d'une certaine manière, où il y avait plein de gens. Mais voilà, j'étais un peu perdu. Ouais. Est-ce que vous attendiez, quand vous débarquez en France, est-ce que ce soit vraiment, parce que vous parlez de cette famille, c'était la question suivante, que ce ne soit pas chez votre maman, vous pensez à rejoindre votre maman et vous arrivez dans une autre famille? Vous n'étiez pas choqué? Comment vous êtes dit? Non, parce que quand on ne connaît pas les codes, on accepte ce qu'on nous donne en tant que gamin. C'est juste, je sais, voilà, je me suis retrouvé dans une famille qui était les voisins d'Haïti, donc c'est eux qui étaient déjà en France, bien établis en France, et j'arrive chez eux, qui sont des amis, hein. Certains d'entre eux sont encore des bons amis, et voilà, je me retrouve dans un appartement de peut-être 2 pièces à coucher, ou 3 peut-être, mais on devait être 12 ou 13, je ne sais plus. Et voilà, il fallait trouver sa place. 12 ou 13 ouais. C'est comme en Haïti, hein. Il y a toujours une petite place pour s'allonger, pour dormir. Oui, il y a toujours, mais c'était pas comme ça pour moi en Haïti. J'avais beaucoup plus de liberté en Haïti. Ah oui. Et je dois le rappeler quand même, parce que je pense que les gens, quand ils pensent que Haïti, c'est que du mauvais, non, moi, j'avais aucun problème à ce niveau-là. La liberté, c'est d'être dehors, de pouvoir faire des choses. Ouais, c'était différent. Parce que là, il faut être dans un appartement enfermé. Moi, je sais qu'on n'était pas les uns sur les autres, par exemple, en Haïti. Voilà, il y avait cette liberté d'espace, il y avait... Non, moi, j'ai adoré ma vie en Haïti. Je ne me plains pas. Ouais. Ouais. Parce qu'un appartement en Haïti, c'est la cour, c'est la rue, c'est chez le voisin aussi. Oui, complètement. Ouais. Complètement. C'est un RAGA. et là, c'est juste 50 mètres carrés, 60 mètres carrés. Exact. Et puis, on ne peut même pas parler fort, dit Jean-Louis. Il faut faire attention parce qu'il y a les voisins. Hein. Il faut faire attention avec les voisins. Alors, c'était votre première rencontre, l'école, votre maman que vous allez finalement... vous n'allez pas finalement la rejoindre, mais vous allez pouvoir vivre avec elle, dit Jean-Louis. Ouais, mais c'était... Une maman comme une vraie maman haïtienne. La propreté, il ne faut pas qu'on sache comment elle vit, il ne faut pas qu'on sache qu'elle n'a pas d'argent, c'est ça. C'est une vraie maman haïtienne, hein? Mais oui, moi, ma mère, elle était femme de ménage. Donc, automatiquement, ces codes-là, elle les avait. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de fierté dans le peu qu'on avait. Donc, finalement, quand j'ai pu vivre avec ma mère, c'était dans une chambre de bonne. C'est-à-dire, là, on passe... Juste pour bien expliquer l'histoire, on passe de maison en Haïti, même si financièrement nous ne sommes pas au top, mais il y a beaucoup de liberté, à rentrer dans un appartement où on est 12 ou 13, et puis après pour aller dans une chambre de bonne avec ma mère, mon frère et ma soeur. Donc... Ça en fait 4. Ouais. Mais vous ne vous marchez pas les uns sur les pieds. Hein, non, mais on accepte, on fait avec. On comprend. Le pire dans tout ça, c'est qu'on sait qu'on est en train de grandir. Donc, ce sont les pas qu'il faut faire pour continuer à grandir. En fait, vous étiez un enfant mature, vous me dites là? Parce que moi, je voyais le petit garçon, en lisant le livre, bien sûr, savoir faire que jouer. Après, bon, on peut parler de Mickey où vous avez été touché, mais en fait, le jeu, tout ça, mais on a l'impression, en vous écoutant là... Non, mais là, c'est après un peu de réflexion. Je ne sais pas comment j'étais à l'époque. À l'époque, je vivais juste ma vie. Sincèrement, je ne peux pas dire
comment est-ce que je percevais tout ça. Bien entendu que ça m'a dérangé, il y a plein de choses qui me dérangeaient. Par exemple, je sais que jamais j'aurais invité un de mes amis à venir chez moi. Et pourtant. Ça, c'est catégorique. Parce que je pense qu'à l'intérieur, il y avait une certaine honte qui m'habillait. Ouais. Donc... D'ailleurs, cette honte vous fait dire que vous allez acheter une grande maison pour votre maman. Alors, je vous explique, c'est que Jimmy Jean-Louis, il arrive en France, il va à l'école, mais en fait, c'est un grand footballeur déjà devant l'Éternel depuis Haïti. Et... Un grand... vous me flattez, madame. Moi, j'étais pas mais là. je prends. Et donc, Jimmy Jean-Louis se rêve en footballeur. Ouais. Et ça va vous ouvrir, en fait, quelques portes déjà à l'école, n'est-ce pas? Ouais, ça aurait pu. Il y avait une petite possibilité à un certain moment, ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais à l'époque, le football n'est pas ce qu'il est maintenant, premièrement. Donc, il n'était pas aussi compris qu'il l'est maintenant, parce que financièrement, c'est devenu une vraie machine. Donc, oui, quand il y avait un vrai intérêt en ce qui me concerne, comme jeune gamin qui joue au foot, donc je devais avoir peut-être 13 ans, mon entourage n'était pas non plus prêt à ça, donc j'ai pas été conseillé, accompagné. Juste pour raconter l'histoire rapidement, c'est vrai que quand j'avais 13 ans, je jouais dans un club de foot dans le Val d'Oise et il y avait un scout de Paris Saint-Germain qui faisait le tour de la région et j'étais l'un des 2 jeunes qu'ils avaient repérés pour faire un stage au Paris Saint-Germain. Et je suis jamais allé au stage. Encore une fois, c'est des choses de la vie qui arrivent parce que je ne savais même pas ce que ça voulait dire, à vrai dire. Et pourquoi vous n'êtes pas allé? Ben parce que comment je vais faire pour y aller? Comment j'y vais? Qui m'accompagne? Donc voilà, c'est des choses aussi simples que ça, mais les gens, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Qui m'accompagne? Comment est-ce que je fais pour y aller? Et si votre maman savait que vous étiez un amoureux du football, est-ce qu'elle aurait pris le temps pour vous accompagner? Est-ce qu'elle peut? Ok. Est-ce qu'elle a le temps? Est-ce qu'elle a l'argent? Donc, c'est toutes ces petites questions très simples, hein? Mais c'est aussi une réalité. Donc, pour elle, on n'a pas le temps pour ça. Continue à faire ce que tu fais, je continue à faire ce que je fais, et puis on continue. Aussi simple que ça. Ouais. Mais ça, c'est juste une situation, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de plein de choses comme ça. Bien sûr. Alors, ils passent à côté ou bien parce que ça ne devait pas se faire? Des fois, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Parce que, bon, on va en parler du destin, parce que vous allez provoquer votre destin, mais avant d'en arriver là, c'est que vous vous installez en France à Thiers. Alors quand j'ai lu Thiers, moi j'ai toujours une seule image de Thiers. Franchement, à chaque fois que j'entends Thiers, je vois le cimetière. C'est vrai? Ouais. Pas Belle-Épine? Non. C'est Belle-Épine, Thiers. Mais tu connais pas Belle-Épine? Si, oui. Attends, mais ça va pas. Belle-Épine, non mais franchement. Non, Belle-Épine, Belle-Épine, pour ceux qui connaissent, c'est le centre commercial du quartier, quoi. Ouais. Moi, j'habitais à côté, donc du coup, c'était toutes les grosses conneries, c'était à Belle-Épine. Bon, alors, vous en venez aux grosses conneries. Justement, je voulais vous demander, c'était parce que vous vouliez vous débrouiller pour vous en sortir, ou bien c'était juste pour faire des conneries? Parce que vous faites des petits larcins. Non, mais quand tu es jeune, c'est ce que tu fais, il faut faire des conneries. Je suis désolé, personne ne peut traverser une vie en restant carré à 100%. Il faut apprendre de tout. Et c'est dans l'adolescence qu'on fait les conneries. Si on ne les fait pas, ben on loupe quelque chose. Ou bien on devient adolescent? Non, je pense qu'il faut passer par là parce que c'est les conneries qui nous forment aussi. On apprend. Bien entendu, je ne parle pas des choses qui peuvent éventuellement affecter le parcours de notre vie, mais je pense qu'il y a des choses simples auxquelles il faut toucher. Il y a un âge pour tout et c'est pendant l'adolescence qu'il faut le faire. Des petits vols. Des petites conneries. Mais il faut pouvoir... comme ce basket, en fait, ces baskets que vous voyez, que vous vouliez à tout prix. Oui, c'est là qu'il faut tenter. Mais vous avez... Passer un cap, on ne peut plus le faire parce que là, ça a des conséquences Vous pensez que c'était juste une étape, vous? Je pense que c'est une étape pour moi, c'est une étape pour tous les gamins, quoi. Je veux dire, entre l'âge de 11 ans et 16-17 ans, on explore, on essaie de se connaître et en essayant, on fait des conneries aussi. Ça, il faut pouvoir le comprendre et bien redresser le gamin. Je pense que c'est des choses qui sont pardonnables.
pardonnable jusqu'à ce que ce policier vous dise... Oui, ouais. Moi c'était très, très minime ce que je faisais. Oui, c'est très, très minime, dit-il. Mais oui. Jusqu'à être rentré, mais c'est très minime. J'ai une paire de baskets, je veux repartir avec, c'est très minime. Ouais. Non, mais vous avez quand même eu de la chance de tomber sur cette personne quand même aussi. Non? Oui et non, parce que c'est vrai que c'est des choses sans conséquence. C'est des choses, on tape sur la main et puis on apprend de ça, puis on s'assure de ne plus jamais refaire. Et des fois, il faut passer par là pour comprendre. Sinon, on peut attendre et faire des conneries beaucoup plus importantes plus tard et là, on paye cash. Donc c'est pour ça, quand je dis ça, bien sûr, je ne vais pas pousser un gamin à faire des conneries. C'est plutôt pour dire que oui, il y a des petits risques. S'il faut les faire, mieux vaut les faire quand on est un peu plus jeune, quoi. Alors, on ne va pas raconter tout le livre, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va passer par des étapes. Il y a des étapes très importantes dans la vie de Jimmy Jean-Louis, comme par exemple, moi pour moi, en lisant le livre, cette étape est très importante, le départ de vos parents, le retour de préférence de vos parents en Haïti. Votre maman vous fait venir en France, fait venir toute la famille. Vous avez 20 ans, je crois, quand elle part, ou un peu moins? À peu près, ouais. À peu près 20 ans. Et elle repart en Haïti. Et je crois que c'est à partir de là, plein de galères vont arriver dans votre vie. Galères ou pas, hein, parce que je suis là. Mais déjà, il faut savoir que les parents, ce qu'ils font, c'est plus pour la famille que pour eux. Donc, je pense qu'une fois qu'elle a compris, une fois que mes deux parents, donc mon père aussi, ont compris que la petite famille, donc mon frère et ma soeur étaient plutôt jeunes adultes, voilà, ils sont repartis au pays. Sauf que c'est vrai qu'un jeune qui a 20 ans, qui n'a pas ses parents, peut avoir des envies et peut tourner dans n'importe quelle direction. Donc oui, c'est là que certaines choses ont commencé. J'ai tendance à dire heureusement aussi, parce que ça m'a permis de me découvrir, mais ça aurait pu mal tourner aussi, parce que quand on n'est pas bien encadré, on peut partir de travers. Ouais. Surtout qu'il y avait votre frère qui va vous encadrer d'une certaine manière. Il va jouer le rôle de papa. Oui, d'une certaine manière. Et mon cousin qui est là d'ailleurs, Pierre. C'est vous Pierre? C'est lui Pierre. Dans l'histoire, c'est lui Pierre. C'est vous Pierre. Ouais. Enchanté Pierre. Parce que vous avez été un pilier, c'est ce que je dis dans... Donc c'était ces deux-là, quoi. Et à l'époque, tout le monde pensait qu'on était frères d'ailleurs, donc ils nous appelaient les trois frères, mais après dire c'est mon cousin. Donc donc je suis resté avec mon frère et puis voilà, sauf qu'on grandit, on mûrit, et à un certain moment, mon frère, il faut qu'il fasse sa vie aussi. Donc moi j'ai 20 ans et il faut que je trouve ma place. Et j'ai un peu bifurqué et c'est à partir de là, oui, que je suis tombé dans des situations plutôt désastreuses, mais de l'autre côté, qui m'ont bien formé aussi. Est-ce que vos parents pensaient que cette famille Koukous, que vous l'appelez, allait être de nouveaux parents, des parents adoptants pour vous deux, votre frère et vous? Eux, ce qu'ils voulaient, c'était qu'on n'ait pas la responsabilité de prendre en charge tout l'appartement. À aucun moment, ils pensaient que quelque chose de mal pourrait passer, non. Ce qu'ils ont fait, c'était vraiment... Ils pensaient que c'est ce qu'il fallait faire. Vu comment vous prenez les choses, Jimmy Jean-Louis, est-ce que ça veut dire que vous n'en vouliez pas? Vous n'avez jamais dit qu'est-ce qu'ils ont fait mes parents, puisque regardez, parce qu'ils sont partis, parce qu'ils ont mis cette famille dans l'appartement, moi je me retrouve avec mon frère à galérer dehors. Vous n'avez jamais eu... Je ne suis pas le genre à blâmer, sincèrement. Je pense qu'il faut tout le temps... être responsable de tout. Donc, même quand on ne l'est pas? Ben, on l'est, d'une certaine manière, parce que notre vie est notre vie. On peut passer toute notre existence à blâmer les autres sur des choses malheureuses qui nous arrivent. Alors qu'il faut accepter qu'on a une grosse part de responsabilité pour tout ce qui se passe. Donc moi, je préfère aller dans cette direction et me dire que voilà, ce qui est fait, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Et c'est aussi pour ça que quand je parle de héros dans le titre, bien sûr, il y a peut-être une petite allusion à la série Héros, mais c'était aussi ce que je voulais dire, ce que je veux dire, c'est comment est-ce qu'on peut devenir l'héros de notre propre vie.
C'est-à-dire être responsable à 100% de ce qu'on fait, de tout ce qu'on fait. Parce que c'est très facile de pointer du doigt les autres pour des choses qui marchent pas pour nous. Mais je pense pas que ce soit la bonne solution. Est-ce que ça veut dire que le destin n'existerait pas? Ben, ça dépend. Tout dépend de la signification qu'on a du destin. Hein. Le destin peut exister, on peut aussi forcer le destin. Ça dépend. Ouais, jusqu'à quel point peut-on provoquer les choses? Parce que je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent aimer, je sais pas, peindre, qui vont peindre, et puis voilà, on va voir Picasso qui va sortir, et pourtant il y a un plus grand, je dis ça comme ça, un plus grand que Picasso. Il a tout fait, il a contacté des gens, il se sera démerdé comme un diable, mais il n'aura pas réussi. Est-ce que vraiment vous pensez qu'il se... Mais tout dépend de ce qu'on recherche. C'est quoi la réussite? Ouais, c'est important. La réussite, est-ce que c'est le fait que tout le monde nous adule ou c'est le fait qu'on arrive à faire ce qu'on veut faire? Ça dépend. Il y a beaucoup de gens qu'on pense qu'ils ont réussi, qui sont les plus malheureux dans leur vie, dans leur existence. Donc ouais, moi je pense que le plus important, c'est vraiment de faire ce qu'on veut faire. Il faut que ça nous plaise à nous. Après, le reste, si ça plaît aux autres, tant mieux. Mais moi, personnellement, je sais que ce que je fais, c'est pas nécessairement pour les autres. C'est pour moi-même avant tout. Si ça peut toucher d'autres personnes, bon, mais tant mieux. Hein. Mais sans être égoïste, je pense qu'il faut vraiment vivre pour soi avant tout. Et puis si ça peut rayonner, que ça rayonne. Sinon, on peut se casser la gueule en vivant pour les autres. Moi, je me dis que vous avez vécu pour vous, mais vous avez eu beaucoup d'envie, en fait. Ou bien, vous vouliez faire beaucoup de choses. Parce que, Jimmy Jean-Louis, c'est celui qui voulait devenir footballeur, bon, finalement, qui passe à autre chose. L'autre chose, c'est la danse. Moi, je fais du football encore. Hein. Je suis peut-être pas footballeur aux yeux des autres, mais je suis footballeur à mes yeux. Bon, d'accord. Vous jouez pas dans Paris Saint-Germain, oui, mais je joue. Avec les amis. Oui. Dans votre quartier. J'adore. Je joue 2 fois par semaine. Ah oui, d'accord. Ah oui, jusqu'à présent. Et vous dansez encore? Je danse moins, par contre. C'est vrai que je danse pas beaucoup. Je danse plus beaucoup, mais c'est quelque chose que j'adore. Ouais. Ça m'a beaucoup éclaté. Je pense que ça, c'était vraiment une partie de ma vie. Non, j'adore la danse. Ouais. Oui, vous adorez la danse. Ouais. Vous dansiez quoi? À l'époque, c'était... à l'époque, il y avait deux écoles. Ouais. Quand on vient de la cité ou de la banlieue. C'était au tout début de cette culture plutôt américaine, hein, culture hip-hop. Donc, il y avait les danseurs qui faisaient du smurf et du breakdance. Et de l'autre côté, c'était un peu moindre, hein, les danseurs qui faisaient du jazz rock. Donc, le jazz rock, c'est un mélange de funk, voilà, c'est le genre de musique de James Brown ou autre. Et le jazz rock comportait un peu de tout style de danse. Donc, c'est-à-dire c'était beaucoup plus propre que... Enfin, quand je dis propre, voilà, on tournait pas sur le dos en salissant nos vêtements, par exemple. Habillé comme ça, vous dansiez quoi? Ça, c'était du jazz rock, ouais. Alors, bon, je sais pas, on n'a pas de piste, j'aimerais bien savoir ce que c'est que le jazz rock. Ah ouais, non, mais c'est un mélange. Non, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça a produit pas mal de danseurs intéressants. Ceux qui s'en sortaient très bien à l'époque, ils travaillaient dans des émissions de télé telles que, peut-être que certains noms vont parler à d'autres, Dominique Lesdema, Dominique Lisette, voilà, eux qui sont devenus très grands chorégraphes pour la télévision française. Donc voilà, ils sont partis de cette danse, le jazz rock. Et comme c'est étape par étape que vous avancez, puisque vous savez pas... Alors moi j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous fait pas avancer, mais courir? Donc vous êtes passé de la danse et vous voulez devenir mannequin? Ou bien c'est vous qui avez voulu devenir mannequin ou bien c'est les circonstances? Ouais, c'est les circonstances, sincèrement. Encore une fois, c'est système D, quoi. Ah oui? On fait avec ce qu'on peut. Si on pense qu'on peut réussir dans telle ou telle chose, on le fait. C'est pas nécessairement enfin, personnellement, c'est parce que j'aimais, c'est juste parce qu'il y avait des opportunités. Et je me suis dit, on va essayer de se glisser dedans, voir si c'est possible. Parce que c'est tout ce que je savais pas faire autre chose, quoi. Ouais. Vous, les études, c'était pas votre truc, hein? C'est pas que c'était pas mon truc, c'est que
quand mes parents sont partis, j'avais pas d'encadrement, donc j'étais pas forcé de continuer. Moi, mes études, en tout cas mes études, je les ai faites en voyageant. D'accord. Complètement. Chaque voyage, pour moi, c'était une école. Moi, je sais pas combien de bacs j'ai bac plus 8, au moins. La meilleure école, c'est celle de la vie. Ah ouais, grave. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais je sais que j'ai au moins bac plus 8, quoi. Ok, moi je dirais plus, mais bon, vu comme ça, on est d'accord. Ah, complètement. Mais une fois que vous avez fait le mannequinat, vous dites que vous aviez envie de parler au monde. Et pour vous, parler au monde, c'est devenir acteur? Non, mais je pense que je fais allusion à... Quand on fait le mannequinat, malheureusement, on est tout de suite catalogué pour quelqu'un qui a juste le physique et en gros, tu t'es, quoi. Tu t'arrives, tu montes ton corps et tu... Mais je pense à un certain moment, oui, ça m'a dérangé, je me suis dit que voilà, j'avais envie de m'exprimer et je pourrais jamais m'exprimer dans le mannequinat. Et c'est vraiment à partir de là que je me suis dit, quelle autre chose pourrait éventuellement me permettre de m'exprimer et aurait aussi une plus longue durée de vie. Parce que le mannequinat, c'est un travail de transition. Le métier de mannequin, on le fait pour quelques années pour arriver à quelque chose d'autre. En général. On a peut-être 1 à 2 personnes qui arrivent à faire ça pendant toute une durée de vie, mais c'est un tremplin, c'est un pont qui nous permet d'aller ailleurs. Et ça, je pense qu'il faut que les jeunes comprennent ça, parce qu'on ne reste pas mannequin pour toujours, parce que voilà, c'est sur une période. Donc ça, je l'ai compris, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait me donner ça? La danse, pas nécessairement, parce qu'on est limité aussi, parce qu'à un certain moment, le physique se fatigue. Donc je suis pas resté dans la danse, et puis j'ai vu peut-être le cinéma, mais c'est assez drôle, hein, mais au tout début, quand j'ai voulu me lancer dans le cinéma, et maintenant je ne m'en rends plus compte, hein, et je ne sais même pas si mon entourage le sait ou l'a su, mais j'avais un cheveu sur la langue. J'ai fait un casting pour le film Métis de Mathieu Kassovitch. Et j'arrive là-bas, je fais le casting, et il y en a un qui me regarde, mais qu'est-ce que tu me fous là avec ton cheveu sur la langue? Mais ils m'ont éclaté, je suis reparti chez moi, la queue dans les jambes, je dis, oh putain, plus jamais, quoi. Donc du coup, j'ai jamais pensé, voilà, ça m'a aplati, et il s'est avéré que après cela, je suis parti en Espagne avec la langue espagnole, avec le changement de muscles, de langue, en prononçant la Barcelone à la feu, tout ça, et bien ça a disparu. Bizarre, non? Bizarrement, je ne sais même pas quand ça a disparu. Mais j'avais un cheveu sur la langue, ce qui aurait été un obstacle, bien entendu, pour faire le cinéma. On va écouter une musique tout à l'heure, parce que ça aussi, ça fait... Ah, il y a de la musique ici quand même? Bah ouais. Ah, ben merci, hein. C'est sympa. Mais je voulais savoir, normalement, si aujourd'hui vous deviez choisir de garder votre façon de parler, est-ce que vous l'auriez fait tout en étant l'acteur que vous êtes? Non, mais j'ai gardé ma façon de parler. Bah, vous n'avez plus de cheveux sur la langue, c'est plus la même. Ben, c'est toujours ma façon de parler. Oh. C'est pas de ma faute, c'est venu tout seul. C'est venu tout seul? Ouais. Vous êtes rééduqué tout seul? Non, j'ai même pas fait d'effort. Sérieusement, ça s'est fait tout seul, je sais pas comment. Alors, on parle, mais on a un artiste au fond là qui va nous chanter un petit truc, jouer quelque chose. C'est Grégoire Chéry, qui est un artiste, chanteur, compositeur, vraiment très enraciné dans la vie d'Haïti, même étant en France. Alors Grégoire, c'est à toi. Ah mais viens, prends ma place. Né de cris dans le bruit d'une douleur absolue. Vis dans le cri où l'on prie pour un bonheur de parvenir. C'est
sans vertu, aliénés des vendeurs, vendeurs, vendeurs de rêves. Accepteras-tu le prix réclamé par ces marchands de glaive? L'amour est partout, partout, quand le cœur voit clair. L'amour est vivant, oui vivant, où le moi se meurt. L'amour est partout, oui partout, quand le cœur voit clair. L'amour est vivant, oui vivant, où le moi se meurt. Dans ce bas monde. Dans ce bas monde. Yeah. Dans ce bas monde. Dans ce bas monde. Ah ouais, j'adore. On peut faire un autre break tout à l'heure parce que là, mais bien sûr, mais on peut faire un concert qu'avec lui. Moi, je suis d'accord. Mais bien sûr, bien sûr. Ah oui, arrête, c'est trop joli. Simi Jean-Louis, vous en êtes arrivé, on parlait du danseur et on parlait de celui qui voulait parler au monde, de l'acteur. Là, vous allez embrasser une carrière d'acteur. Mais il a fallu avant tout que vous croisiez quelqu'un. On dirait que c'est celui qui devait vous donner la bénédiction. Il s'agit de Nelson Mandela. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Nelson Mandela, pour que vous envoliez comme ça une fois l'avoir rencontré? C'est vrai que c'est assez improbable. La manière dont c'est arrivé. Donc ouais, j'étais en Afrique du Sud et d'une manière ou d'une autre, il y a un groupe de personnes qui pensaient qui me serait bénéfique ou que Nelson Mandela serait content de me rencontrer. Pourquoi moi? C'est vrai que je me suis pas trop posé la question. Mais ceci dit, ça s'est fait. Et bien que la rencontre était assez brève, mais on a eu le temps de partager quelques moments, de parler d'Haïti, entre autres. Et je pense que cette rencontre m'a aidé à croire en moi-même. C'est-à-dire, juste le fait d'être en compagnie de cette personne m'a donné suffisamment de force pour croire que je pourrais éventuellement faire tout ce que je voudrais. Il n'y a que moi qui pourrait m'arrêter dans ma quête de quoi que ce soit. Donc oui, il a vraiment solidifié certaines choses en moi parce que, tu sais, quand on parle d'Haïti comme ça et que on arrive en France, on lit, on apprend sur ce monsieur qui a fait tant de choses et puis qu'on arrive à avoir cette rencontre, voilà, ça cristallise énormément de choses et ouais, je pense que cette rencontre m'a vraiment aidé. C'était en 94
à penser que je pouvais vraiment faire tout ce que je voulais. La plus belle rencontre de votre vie? Je pense que c'est, en tout cas en ce qui concerne la suite de ce que j'ai fait professionnellement, je pense que c'est lui qui a cimenté le plus. Ouais. Et voilà, c'est dit. Nelson Mandela a joué sa partition dans le devenir de Jimmy, l'acteur mondialement connu, à qui vous allez pouvoir vous adresser là tout de suite. C'est qui se lance. Voilà, donc merci pour cette soirée. Alors, moi je pense que Jimmy me doit quelque chose. Je n'arrivais pas à dormir et j'ai pris son livre. Et en général, quand je prends un livre, après quelques pages, je m'endors. Donc je prends souvent un livre pour m'endormir. Et puis là, je ne suis pas arrivée à m'endormir. Donc j'ai laissé le lit conjugal, j'ai laissé mon époux là, et j'ai commencé à lire le livre sans m'arrêter. Et je peux dire que c'est un livre, je pourrais dire, c'est pas parce que Jimmy est là, mais tout le monde devrait prendre ce livre, devrait prendre un moment et asseoir. Je pense que le fait que ça soit dans la nuit aussi, ça m'a bouleversée. Et je pense que ce soir, si je suis revenue, parce que j'étais à l'autre librairie l'instant, moi j'aime beaucoup Agnès, j'aime beaucoup cette librairie, je suis venue aussi pour ça. Mais si je suis venue te revoir, Jimmy, c'est parce que j'ai lu ton livre. Et c'est comme si tu étais devenu très proche de moi, et je pense que tu as quelque chose à faire pour Haïti. Je suis venue te parler ce soir, parce que j'ai dit à mon mari, il faut que tu viennes, parce qu'il n'a pas pu venir la semaine dernière, parce qu'il gardait nos petits-enfants. Mais là, j'ai dit, je dois venir te voir, parce que tu ne peux pas avoir vécu et raconté ce que tu as fait pour laisser Haïti dans cet état. Tu as quelque chose de fort, de solide, on a besoin de toi. Parce que le fait que, tu sais, moi je suis, bon peut-être qu'on ne me connaît pas, je m'appelle Josette Bouffard-Thomas, je suis originaire d'une section rurale d'Haïti, à Campérin, 3e section rurale. Que je connais très bien. Voilà, qui est là, peut-être la commune la plus éduquée du pays, parce que mon père a été à Cuba, travaillé à Cuba, à son retour pour nous éduquer, il a éduqué les 11 enfants, et on a tous fait l'école. On a été très loin, j'ai un frère qui est à la NASA, maintenant ingénieur, j'ai des médecins dans la famille, donc il y a quelque chose de ressemblant avec ta mère, a quelque chose de ressemblant avec la mienne, et je me dis, ce que je fais aujourd'hui en Haïti, c'est justement faire que les enfants, tous les enfants d'Haïti, c'est pas possible qu'au XXIe siècle, ce que tu as raconté dans ton livre, ça existe encore en pire. Qu'au XXIe siècle, les enfants apprennent encore par cœur comme ça. Donc moi, je suis enseignante. Et depuis 2010, j'ai ramené en Haïti, dans les campagnes comme dans les villes, on a aujourd'hui 500 écoles équipées de tableaux numériques pour faire que les enfants puissent apprendre en comprenant, sans être obligés de par cœur. Mais j'ai retrouvé, à chaque page de ton livre, j'ai retrouvé ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire en Haïti. Quand tu as raconté par exemple la partie où Jean-Claude Duvalier envoyait de l'argent par terre pour faire ramasser les gens là, j'ai eu une colère. Mais j'ai eu une colère, j'étais toute seule. Et j'étais en colère en disant comment un président arrive tous les 1er janvier pour annoncer l'année, jeter par terre comme ça de l'argent pour faire que les gens se battent pour ramasser l'argent par terre. Et toi tu disais, eh ben, moi j'étais enfant, je pensais que c'était un bon samaritain. Alors ça m'a... Vous voyez, à chaque page, je ne vais pas trop garder le micro parce que je pourrais... À chaque page de ton livre. Et te dois quoi, Jimmy? Et je pense que Jimmy, son éditrice nous avait écrit pour nous dire qu'on fait le salon du livre. C'est nous qui organisons le salon du livre. D'ailleurs, tout le monde, vous devez venir. Hein. Le salon du livre haïtien dans le 15e arrondissement. La 11e édition, c'est le 30 novembre et le 1er décembre. Et j'avais déjà demandé à Jimmy de venir parce qu'on fête nos 30 ans, les 30 ans de l'association. Donc Jimmy devait venir présenter son livre et puis ouvrir le concert. On a un concert le 30 novembre. Donc je lui avais demandé la fois dernière, mais cette fois-ci je ne lui demande pas seulement. Il y a des témoins là. C'est une obligation. Tu l'obliges. Voilà. Donc Jimmy, tu n'as pas le choix. Tu dois être avec nous
Et Jimmy, tu dois faire quelque chose. Tu peux. Bon, à la lecture de ton livre, tu peux faire quelque chose pour Haïti aujourd'hui. C'est urgent et important. Je crois que Jimmy va pouvoir dire quelque chose, mais comme on devait parler de l'engagement de Jimmy Jean-Louis, peut-être que c'est le moment de le faire. Est-ce que tout de suite ou bien... oui, moi, je réponds à toutes les questions. Allez, c'est le moment. Déjà, je suis très touché par tout ce que tu dis. Voilà, je suis très touché. Je pense que le but de ce projet, c'était de partager certaines choses pour que les gens puissent retrouver certaines sensations, et puis que le dialogue continue aussi pour essayer de rétablir l'ordre des choses dans un pays qui mérite tellement mieux. Donc voilà, merci encore pour ces jolis mots. Et puis oui, moi je me laisse guider par mes pulsions, par mes envies, par ce qui me parle, par ce qui me touche. Et peu importe la direction la vie m'emmène, j'irai là où je sens que je dois aller. Donc je ne connais pas mon futur et je sais que je ferai tout ce que je pourrais pour moi-même, pour ma tribu, pour, comment dire en espagnol, la gente, mi gente. Mais la situation est désastreuse en Haïti, ça c'est certain, et j'en suis conscient. Donc voilà, faut voir. Ça ne tient qu'à nous, hein. Ça ne tient qu'à nous. Il faut voir quel moyen faire pour pouvoir retrouver notre Haïti chéri. Mais j'écoute en tout cas, j'entends tout ce qu'on me dit. Merci beaucoup. Et puis on parlera au sujet du salon du livre. C'est quoi la prochaine question? Moi, je n'ai pas le souffle de Josette de toute façon. Bon, moi, j'ai environ 2 petites questions. D'abord, étant donné Josette vous a exigé de faire quelque chose pour Haïti, moi, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous pourriez faire en Haïti en tant qu'acteur de cinéma. Et deuxième question, c'est est-ce que ce que vous aimeriez faire pour Haïti, ça passe d'abord par le cinéma, ou vous allez utiliser votre renommée pour aider quand même à dénoncer le silencement sur la situation chaotique du pays. Voilà. Mais moi, j'ai tendance à dire que je fais déjà tout ce qui me semble être possible de faire. Il y a plusieurs choses. Des fois, il y a ce qu'on fait et il y a ce qu'on sait. Des fois, on peut faire beaucoup de choses, mais ça ne se sait pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait. Et c'est vrai que cette question me revient très souvent. Moi, j'ai commencé à travailler dans le cinéma en Haïti en 2004-2005. Après, j'ai participé à l'existence d'une école de cinéma en 2006-2007. Régulièrement jusqu'à la fin des années 2017-18 peut-être. Et ça, c'est dans le cinéma. Donc, quand on me demande qu'est-ce que je veux faire, j'ai pas de vision comme ça pour répondre, je fais. Et après, les gens voient ce que je fais, tout simplement. J'ai pas les détails de ce que j'ai envie de faire, parce que Haïti reste une terre glissante, malheureusement, où c'est vrai qu'à un certain moment, si on reste dans le domaine du cinéma, il y avait de grands espoirs. On parle d'Arnold Antonin. D'ailleurs, en 2005, j'ai fait un film avec Arnold Antonin. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Le président a-t-il le sida? Et juste avant ça, j'avais fait Cousine. Donc, c'était aussi pour participer à ce cinéma que je pensais avait la chance de pouvoir s'exprimer. Ça a duré peut-être 3 ou 4 ans avant que la situation se dégrade, mais complètement. Donc, oui, l'intention était là, la volonté était là. J'ai même mis un peu de souffle, un peu de mes mains. Sauf que, voilà, on a été arrêté de notre élan, comme beaucoup d'autres grands projets qui se font en Haïti, sont arrêtés dans leur élan parce que le pays traverse des moments très difficiles. Donc, tant qu'on n'arrive pas à avoir cette stabilité économique, politique, voire même de sécurité, il reste très difficile d'entreprendre quoi que ce soit.
Donc, il y a une base à fonder et la base reste dans cette stabilité du pays qu'on n'a pas. Tant que ce n'est pas là, tout ce qu'on fera sera... Non pas que ce sera dans le vide, on peut déjà commencer à réfléchir et penser à faire certaines choses et à regrouper certaines personnes pour commencer à construire, mais il faut vraiment travailler du bas en haut et non pas du haut en bas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un travail de profondeur avant tout, vraiment nettoyer Haïti comme il faut, et puis après on pourra éventuellement construire. Donc oui, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de patience, ça demande un peu de vision aussi, et ça demande aussi beaucoup de courage. Donc oui, moi, à mon niveau, je fais ce que je fais et je participe à beaucoup de choses, mais sans avoir à lever le doigt et dire voici ce que je fais. Non, j'ai pas déjà, j'ai pas de compte à rendre. Tout ce que je fais, c'est vivre ma vie. C'est comme si je demandais à chacun de vous de me rendre compte de ce que vous faites de votre vie personnelle. Donc, je pense que des fois, les gens peuvent on peut se perdre parce que, voilà, il y a une certaine notoriété, mais il faut savoir que chacun a quand même sa vie à vivre. Et c'est important de le savoir, ça. Autre chose qui peut-être sera pour Haïti, par exemple, là, je viens de faire un film au Panama sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Ben ça, c'est aussi dans le but de trouver une solution, de trouver les vrais coupables, ou du moins de pointer du doigt ce qui se passe dans le pays, parce que c'est pas normal. Et là, ce sera à l'échelle mondiale, parce que c'est un film qui a été bien financé. Et je pense que d'ici 2025, le monde entier pourra avoir une idée de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est du travail aussi, mais très souvent, les gens ne le voient pas comme un travail. Ouais, donc moi j'essaie de faire ce que je peux. Et vraiment, s'il y a quelque chose que je peux faire, je le fais. Mais il y a d'autres choses dont je n'ai pas les contrôles non plus. Donc, je me respecte et je respecte les autres. Avant de continuer avec les questions, je vais vous rappeler qu'en 2008, Jimmy Jean-Louis a créé la fondation Hollywood Unite for Haiti et a pu intervenir en Haïti quand le tremblement de terre est arrivé. Elle a réuni beaucoup d'acteurs autour de lui et beaucoup d'argent pour venir sur place, apporter de l'aide. C'était déjà des pas de fait, même si j'ai envie de demander à Jimmy Jean-Louis, après tout cet élan, est-ce que vous êtes déçu du résultat? En fait, il n'y a pas de résultat en vrai. Oui, non, mais de toute façon, on ne peut qu'être déçu. Mais là, on est déçu de tous. Là, je m'inclus dedans. Hein. Je veux dire, oui? Ben oui, parce qu'il n'y a pas de résultat, donc ça veut dire qu'on est tous fautifs. Parce que là, je pense que Haïti avait une occasion pour être rebâti, mais de la manière la plus moderne que possible. Donc, je pense qu'on a tous échoué au point de vue national, international, organisation, tout le monde, l'ONU, tout le monde. Parce qu'on est toujours dans une situation désastreuse. Donc, voilà, je pense qu'il y a des pas qui ont été entrepris et ils ont été mal gérés. Donc, maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui font qu'on soit dans ce système chaotique? Ça, c'est une question beaucoup plus importante et beaucoup plus dangereuse à explorer que voilà. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres enjeux qui font que nous restons dans ce chaos. La prochaine question. Bonsoir. Ma question elle concerne vraiment l'écriture du livre. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle a été l'anecdote qui vous a fait le plus plaisir à raconter dans le livre et celle qui a été peut-être le plus difficile à raconter? J'ai écrit tellement de choses que je ne sais même plus ce qui est retenu. Plein de choses. Non mais c'est vrai que l'anecdote du chien, c'est pas mal. Vous le verrez. Il y a plein de choses, c'est triste, c'est bouleversant, c'est émotionnel, c'est voilà. Et puis bien entendu, ce qui est le plus touchant, c'est de parler des hommes de ma vie, qui sont tous partis. Et là, je parle de mon père, mon frère et mon fils.
Ok. Donc bien entendu, c'est des moments de douleur où il faut accepter certaines choses et ça nous force à comprendre la vie autrement aussi et à voir la vie autrement. Ouais. Et une deuxième question, c'est si on devait faire un biopic par rapport au livre, est-ce que dans votre tête, vous aurez déjà une idée d'un acteur de la nouvelle génération qui pourrait m'incarner? Oui. Je sais pas, je les connais pas tous, les jeunes acteurs en ce moment, mais je pense que ouais, il faudrait peut-être un acteur qui puisse jouer plusieurs âges. Sincèrement, je les connais pas. Et en plus, on vit dans une industrie où il n'y a pas beaucoup de jeunes acteurs noirs parce qu'on les forme pas beaucoup. Donc je sais pas, mais c'est vrai que ça me plairait d'avoir que ce soit fait en film, parce que je pense que ouais, il y a des parties de l'histoire qui méritent peut-être. Donc je sais pas, ce sera une grosse recherche si ça se fait pour trouver la personne qui m'incarne et qui incarne aussi les autres personnes qui m'entourent, que ce soit les membres de ma famille ou certains amis très proches. Ouais. John. Bonsoir. Bonsoir. Content wow. Ah, on parle créole. Tu parles créole ou pas? Oh, bah Yes, oui. I. Après votre traduit pour oui. Je me suis dit, il faut dire la première phrase en créole. Oui, merci. Et mon nom c'est Odné, John Jazz, on m'appelle John Jazz. Je suis comédien. Ma première question c'est sur le cinéma. Et j'ai 3 questions alors, bien rapides. Et première question c'est qui ça un acteur t'as dû mettre en avant Sylvain à Hollywood tout. Ça c'est première question. Après anglais. Ouais. Et deuxième question c'est pour qui ça livre là en français? Est-ce que tu veux parler haïtien ou bien avec communauté francophone seulement parce que je ne connais pas l'anglais? Et troisième question c'est moi j'étais un teaser sous Ogou le Revenant. J'attendais ce film. Pourquoi ce film n'a pas été fait? Ouais. 3 questions. Donc la première question c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à Hollywood, c'est ça? Ben, je pense que tout dépend de chaque personne. Sincèrement, c'est une question qui est vraiment personnelle. Qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? Parce que moi, je suis acteur, je suis comédien. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant pour aller à Hollywood? Bon, premièrement, pour avoir des bonnes chances, vraiment, pour faire des choses là-bas, faut avoir fait des choses qui sont conséquentes ici, qui puissent éventuellement rayonner là-bas. Ça, c'est la manière la plus directe. Par exemple, il ne l'a pas fait. Quelqu'un comme Hubert Koundé aurait pu faire la transition à l'époque quand il était dans la haine. Omar Sy l'a fait avec Intouchable. Donc, faut être dans un film qui soit primé et que le public américain connaisse. Là, c'est la transition la plus clean. Maintenant, si on n'est pas dans ce genre de catégorie, et là, il faut travailler beaucoup plus dur. Il y a des choses, les difficultés, c'est même pas dans le fait qu'on puisse savoir jouer ou pas. Les pas difficiles, c'est premièrement avoir le permis de travail, et deuxièmement rentrer dans l'union, donc l'union des acteurs, qui pourrait vous faire tourner en rond parce que pour rentrer dedans, il faut avoir fait quelque chose, et pour avoir fait quelque chose, il faut être SAG. Faut faire partie de l'union. Donc ça c'est d'autres difficultés. Et puis après tout dépend de ses envies, hein. Tout dépend de ses envies et de ce qu'on veut. C'est très difficile de donner des tuyaux. Ouais, des tuyaux à ce niveau-là, quoi. Il faudrait savoir qui est la personne et qu'est-ce que la personne a fait pour pouvoir bien l'orienter. Ça c'est la première chose. La deuxième question, c'était... La troisième. La troisième, c'est Ogoul? Non, il y avait une deuxième question entre eux. Il y a 3 questions. Ouais. La deuxième, c'était quoi déjà? Pourquoi est-ce que le livre est en français?
C'est vrai que j'aurais pu le faire en anglais aussi. Mais j'ai préféré le français parce que, premièrement, je parlais de ma jeunesse qui s'est passée en Haïti et en France. Donc, je pense que c'est beaucoup plus nuancé de le faire en français. En ce qui concerne la partie anglaise, les livres, c'est très simple, ça peut être traduit dans toutes les langues. Donc, ce sera sûrement traduit en anglais pour le marché anglais, en espagnol pour le marché espagnol, j'espère en tout cas, et pour les autres pays. Donc, pour moi, c'était important de le faire dans la langue française et puis que la première sortie soit en France ou que les Haïtiens puissent le lire aussi. Bien entendu, en tant que vrai Haïtien, j'aimerais une copie en créole pour que les Haïtiens qui sont en Haïti, qui lisent le créole, puissent le lire en créole aussi. Mais je suis en train de travailler dessus. Mais voilà, c'était vraiment pour que ce soit plus nuancé. Et puis, concernant Ogou, le revenant, j'ai eu une conversation avec Bruno Moural. Bruno Moural, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur haïtien qui vient de faire un film qui est génial d'ailleurs, qui s'appelle Kidnapping Inc. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de le voir. Kidnapping Inc., ça rencontre vraiment la société haïtienne dans un film Kidnapping Inc. Donc ce film-là a beaucoup de succès en ce moment et je pense qu'il est en train de travailler sur Ogou le revenant aussi. Donc oui, moi aussi, ça fait très longtemps que j'aurais voulu faire le film Ogou le revenant, mais peut-être un de ces jours. Et j'espère. Alors, moi j'ai une question un peu plus personnelle, c'est à partir de quand tu t'es dit ça y est, je suis un acteur et que ta famille, je te tutoie, désolé mais... Oui, ça va, c'est la famille. Hein. Ok, voilà. Et à partir de quand ta famille s'est dit ah ouais, c'est quelqu'un? Je sais pas, à vrai dire. Sincèrement, j'ai aucune idée. Parce que moi, le rapport avec ma famille, c'est ma famille, tout simplement. Je sais pas comment ils me voient, comment ils me regardent. Ma mère, c'est ma mère. Et oui, bien sûr, de temps en temps, ils ont des échos de ce que je fais. Mais c'est vrai que j'ai pas nécessairement tendance à dire tout ce que je fais aussi. Surtout à la famille. Donc voilà, s'ils sont au courant de ce que je fais, tant mieux. Et puis sinon, on garde la relation la plus familiale que possible. Mais je pense que ça a commencé très tôt. C'était peut-être quand j'étais dans le mannequinat que ça a commencé. Quand ils commençaient à avoir des photos dans les journaux. Là, c'est vrai que là, d'un seul coup, ah, c'est vrai, ok, bon. On accepte ce que tu fais parce que avant ça, c'était, mais qu'est-ce qu'il fout ce mec-là? Attends, mais j'étais vu comme un bon à rien, quoi. Mais lui-même, il peut le dire. Ah, mais j'étais vu comme un bon à rien. Ah oui, mais complètement. Donc oui, jusqu'à ce que il voit certaines choses, oui. Puis, bien entendu, il y a eu des moments de fierté aussi. Moi, je sais que quand j'ai fait la projection de Toussaint Louverture en Haïti, j'ai amené mon père avec ma mère et voilà, c'était un moment fort parce que eux qui vivaient en Haïti, ils étaient entourés de gens qu'ils connaissaient et qui appréciaient le film. Donc du coup, ça avait une autre valeur pour eux. Donc je pense que ouais, c'était très touchant. En tout cas, moi, je l'ai senti. Mais sinon, le rapport avec la famille, pour moi, la famille reste la famille, quoi. Je suis toujours le même. Ouais. Bonjour, je m'appelle Imelda Marie-Louise. Et c'est bien d'avoir fait ma première rencontre avec vous, ça a été sur Toussaint Louverture, effectivement. Je voulais dire que vous êtes quelqu'un de très généreux. Je me rappelle comment ça a été difficile pour moi de jouer et comment vous m'avez soutenu. Ah. Et je ne me rappelle pas, mais merci de me le dire. Pourtant, j'étais l'amie de votre sœur. Oui, mais c'est vrai que moi, j'ai tellement de choses dans ma tête des fois que j'ai une mémoire de poisson. Ma question était tout simplement, est-ce que pensez-vous aussi de rester en France? Le rayonnement que vous avez aujourd'hui, vous l'aurez eu. Est-ce que la France vous aurait permis d'avoir la carrière que vous avez aujourd'hui? Je ne sais pas, c'est difficile de répondre à ça. Je pense que la France m'a aidé à avoir la carrière que j'ai eue parce que ça fait partie de qui je suis, mais j'ai aucune idée. Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être parce que c'est possible. Il y a quelques exemples. Peut-être pas parce qu'il y a aussi beaucoup d'exemples. Mais je ne sais pas, sincèrement. Tout dépend de la détermination de la personne et
moi, j'ai pris cette direction parce que c'est la direction qui me sentait être la mieux pour moi, mais sincèrement, je ne sais pas. Mais je suis conscient que c'est beaucoup plus dur ici, ça c'est certain. Et c'est pour ça que je suis parti. Donc, mais ceci dit, peut-être que si j'étais resté, j'aurais pu avoir des ouvertures aussi. Je ne sais pas. On va finir, mais on ne peut pas vous laisser partir, Jimmy Jean-Louis, sans aborder des questions que vous avez déjà commencé à évoquer, douloureuses dans votre vie, la perte de ces 3 hommes de votre vie. Votre frère, Kenzie, votre père, dont je ne connais pas le nom, vous l'avez tué, le Fel, et votre fils, Davy. Jimmy Jean-Louis, quand on doit dire au revoir à un gamin, comment on vit après? Comment vous allez aujourd'hui, vous et votre famille? Comment ça va? Mais ça va, il faut faire avec. Hein. Il faut trouver les moyens, il faut trouver les ressources, voilà. Vous savez, quand il nous arrive ces genres d'épreuves, on a le choix de s'enterrer avec ou d'accepter de continuer à faire. Moi, j'ai choisi le second choix. Mais ceci dit, moi, j'ai quand même une autre lecture de la vie aussi. Quand on perd autant de personnes aussi proches de soi, des exemples, ça nous force à regarder la vie différemment, à avoir d'autres valeurs. Des fois, des valeurs invisibles peuvent être aussi importantes que les valeurs physiques et visibles. Donc oui, on se trouve les raisons, on se donne les raisons et on continue à vivre. Mais déjà, ils sont très présents. Les 3 hommes sont présents dans le livre. D'ailleurs, je ne pense pas que j'aurais pu écrire, que j'aurais écrit sans leur présence, sans leur... C'est pour eux, ce livre? Ce livre, c'est comme je dis, je pense que le livre est pour moi avant tout, mais je pense que, voilà, ils m'ont aidé à écrire et je pense, oui, c'est aussi pour eux, bien entendu. Comme je disais, c'est une forme de thérapie. Ça a été une forme de thérapie pour moi aussi d'écrire ce récit. Donc, mais que dire sur ça? Oui. Alors, je vais vous aider à nous dire un truc. Vous avez tué beaucoup de choses concernant surtout la maladie parce que c'est trop dur. On va pas... voilà. Pourtant, il y a un truc qui m'a marqué dans ce que vous avez dit, c'est qu'il est parti sans vous parler. Il ne pouvait plus vous parler. Si vous pouviez entendre quelque chose de lui avant qu'il parte, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il vous dise, Jean-Louis, au moment? Ben, je ne sais pas, je pense qu'il a tout dit. Hein. Moi, encore une fois, je suis très... je reste cloué dans le présent. Dans le présent. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ce qui va venir, viendra. Okay. Voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Et on accepte. Voilà, il a dit tout ce qu'il fallait. On a eu la relation qu'on devait avoir. Et c'était c'était sa vie. Et je l'accepte tel quel. C'était un jeune homme magnifique. Et c'est comme ça. Vous ressemblez beaucoup. Hein, je ne sais pas si vous avez une photo à vous deux là. On commençait à ressembler, on commençait à avoir la même tête. Parce que voilà, il était assez jeune, hein, il avait 22 ans. Non, 21 ans, 22 ans. Donc, mais on commençait à avoir la même tête, ouais. Donc c'était assez marrant. Ouais. Enfin. Ah ouais. Enfin, alors, Jimmy Jean-Louis, vous êtes laïcien dans la série Heroes. Vous avez plein de pouvoirs dans celui de bloquer les gens, mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir de faire quelque chose ici. La première chose que vous faites, c'est quoi? Bon, déjà, je suis là. C'est bien, on est ensemble. On communique. Non, moi, j'aime bien, c'est très familial. C'est très touchant d'être ensemble comme ça, de parler de choses aussi personnelles. Donc, c'est bien le partage. J'aime bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit à Jimmy Jean-Louis pour avoir tout dit?
Mais Jean-Louis, merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir joué le jeu. On n'a pas ouvert le livre pour que vous sachiez tout ce qui est écrit dedans. C'est justement pour que vous alliez découvrir ce livre très important dans la vie de l'acteur que vous voyez, vous, sur les écrans, mais qui reste un humain comme nous et qui a besoin d'être compris dans son humanité et d'être aimé parce qu'il est humain comme nous. Merci à vous d'être venus. Merci encore à Agnès d'avoir ouvert sa librairie pour nous ce soir. Merci Agnès. Merci à Grégoire qui nous a proposé, c'est vrai qu'on ne savait pas trop, mais il nous a proposé alors de chanter. Voilà, ça tombait à pic. Merci Grégoire. Merci à ma magnifique équipe, toujours présente, toujours fidèle, pour les coups de caméra que vous allez découvrir bientôt. Merci à vous. Et puis il y a le monsieur Tiponche, je ne sais pas si c'est Tiponche, Cocktail, Barbancourt. Oui, Barbancourt. Voilà, il y a Barbancourt qui m'accompagne dans beaucoup de choses que je fais, donc voilà. D'accord. On vous offre le Tiponche. Voilà. Daiquiri. C'est Daiquiri ce soir? Voilà, Daiquiri. Merci à vous tous. Merci à cette jeune femme qui a fait le déplacement pour venir ici rencontrer l'Haïtien. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, à une autre fois. Peut-être que ça nous Peut-être. Non, mais pas peut-être. Au salon du livre, Josette. Oh, elle lâche rien. On se voit au salon du livre, ok? Au salon du livre. Yes, I. Donc, peut-être qu'on ne sort pas la pression.